Au titre de l'année 2016, le comité scientifique consultatif de la HANEA s'est réuni ce matin à travers les assises de la deuxième session ordinaire. Vive dénonciation de la gouvernance actuelle du secteur des industries extractives à travers une opacité totale. Déclaration conjointe livrée cet après-midi par le Rotab et le Grain. Monsieur, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 de la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de l'ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire du comité technique scientifique consultatif de la HANEA, la haute autorité nigérienne de l'énergie atomique au Niger au titre de l'année 2016. C'est ainsi que plusieurs points seront à l'ordre du jour à cette session, laquelle session durera 4 jours. On fait le point avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. Le comité technique scientifique consultatif, un organe pluridisciplinaire de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, composé de représentants de toutes les structures nationales, auront à cette deuxième session ordinaire à faire des propositions et recommandations relatives aux questions de sciences et techniques nucléaires. Il est loisible de dire que grâce aux recommandations du CTSC, la HANEA a mené plusieurs actions d'envergure au niveau national et international, permettant ainsi à notre pays de retrouver progressivement sa place de leader naturel du nucléaire de la sous-région. Des activités ont été organisées pour sensibiliser les décideurs et le public et des progrès substantiels ont été réalisés en vue de la prise en compte effective du nucléaire dans les secteurs clés du développement durable, conformément au programme universel de développement. Permettez-moi de souligner aussi l'organisation par la HANEA d'une journée d'information parlementaire qui a permis d'édifier les honorables députés sur les énormes potentialités du nucléaire, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'énergie, du développement industriel, de la santé humaine, de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. D'ores et déjà, il faut noter que le Niger a enregistré une avancée notoire en ce qui concerne la législation nucléaire. Notre cadre législatif nucléaire a connu une évolution conséquente avec l'adoption par l'Assemblée nationale du traité de Pelindaba et de 4 conventions essentielles pour la mise en œuvre du programme électronucléaire. Ainsi, notre pays prendra bientôt part aux activités de la Commission africaine de l'énergie nucléaire où il n'était pas représenté malgré sa position de 4e producteur mondial d'uranium. Par ailleurs, le Niger vient d'organiser avec succès un séminaire sur les garanties de l'AIEA à l'intention des États membres de l'Afrique de l'Ouest, auxquels ont pris part tous les États de la zone CEDEAO et 5 experts de l'agence. L'engagement de notre pays pour la mise en œuvre d'un programme électronucléaire nous impose de prendre des mesures importantes et de poser les actes nécessaires pour réduire de façon significative les écarts identifiés dans les 19 secteurs constituant l'infrastructure électronucléaire. Cette deuxième session ordinaire qui durera 4 jours a eu l'honneur d'accueillir M. Félix Barrio, officier de l'Agence internationale de l'énergie atomique en charge des dossiers du Niger, qui édifiera les membres du CTSC sur les possibilités et les procédures de l'agence. Une session en appelle une autre, mais cette fois-ci avec l'installation du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2015. Elle a lieu ce matin au cabinet du président du Conseil supérieur de la communication en présence de ses conseillers et l'ensemble de son personnel. On fait le point avec nos reporters Abdou Nasser Seydou et Asmaou Seydou. Par la présente cérémonie, l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication procède à l'installation officielle du groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2015 selon les modalités établies. La loi des finances 2015 a inscrit 250 millions de francs CFA au titre de l'aide à la presse privée dans le budget général de l'État de l'année 2015 pour le travail d'intérêt général qu'elle effectue. Ce montant, comme vous le constatez, a enregistré une hausse substantielle de 50 millions de francs CFA par rapport au fonds d'aide 2014
qui était de 200 millions de francs CFA. Au nom de la presse en général et de la presse privée nigérienne en particulier, je tiens à remercier les autorités nigériennes qui, malgré les difficultés du moment, ont tenu à rehausser le fonds d'aide 2015. Ainsi, pour prétendre au fonds d'aide 2015, 41 requêtes formulées par des entreprises de presse privée ont été enregistrées par le Conseil supérieur de la communication à la date du 20 mai 2016. Il s'agit ainsi de 11 télévisions privées, de 9 radios privées et de 21 journaux privés, toutes périodicités confondues. Un groupe de travail à qui il est dévolu des rôles bien précis. En effet, ce groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2015, il va avoir 7 attributions. Première attribution, c'est fixer les barèmes suivant les critères définis aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la délibération numéro 004 CSC/2015 du 31 décembre 2015 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Deuxième critère, attribution. Étudier les dossiers de demande d'aide soumises par les entreprises ou les organes de presse. Troisième attribution, sélectionner les demandes jugées éligibles. Quatrième attribution, classer les demandes jugées éligibles par ordre de mérite. Cinquième attribution, proposer la répartition du fonds selon le quota entre les catégories des médias. Sixième attribution, préparer les projets de convention d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2015. Et enfin, septième attribution, vérifier l'exécution des conventions d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2014. Le groupe du travail rédige un rapport de ses travaux dans les 15 jours, puisque le groupe est installé pour durer 15 jours, qu'il soumet à la plénière du Conseil supérieur de la communication. Le groupe du travail détermine son mode de fonctionnement. Il peut requérir le concours de toute personne dont les compétences s'avèrent nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions, le groupe s'y attelle déjà à la tâche en vue de répondre aux attentes. Passons à toute autre chose dans cette édition avec cette déclaration conjointe rendue publique cet après-midi même par le ROTABA, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et le GREN, le groupe de réflexion sur les industries extractives. Ceci a l'effet d'apprécier la gouvernance dans le secteur des industries extractives, une gouvernance qui serait caractérisée non seulement par un flou artistique mais aussi une opacité des plus totales. Attente dessus selon ces organisations car la montagne aura accouché d'une souris. Un extrait de cette déclaration lue par Madame Soli Ramatou, elle est la coordinatrice du GREN. Cependant, après 5 années de gouvernance bâtie sur le clientélisme, la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement des deniers publics, jamais les intérêts du Niger n'ont été aussi contrariés en matière d'exploitation et de ressources naturelles par les actes des gouvernants résolument déterminés à défendre et protéger les intérêts des multinationales. Cela se fait le plus souvent en violation de la loi fondamentale et du cadre légal dont les dispositions qui, aux yeux de nos gouvernants, ne méritent respect que quand elles protègent les intérêts des multinationales dont le chef de l'État, de par son comportement, se sent plus redevable qu'au peuple qu'il a pourtant souverainement élu en 2011. C'est ainsi que, dans son laxisme, a imposé aux multinationales le respect des dispositions légales du secteur extractif, le gouvernement a laissé la SEMAFO s'en aller de la SML sans y réhabiliter l'environnement dégradé de 2004 à 2012. Alors que le peuple nigérien s'attendait avec impatience à la mise en œuvre effective du Code minier de 2006, dont le partenariat entre le Niger et le groupe nucléaire français Areva, suite à l'expiration à la date du 31 décembre 2013 des conventions minières de ses filiales Somaïr et Cominac, le président Issoufou a décidé non seulement d'ordonner la signature dans la plus grande discrétion avec Areva des nouvelles conventions Cominac et Somaïr, sans aucune conformité avec la loi, mais aussi de remettre en cause les acquis de la convention Imouraren signée en 2009
en phase avec le code minier, par le renvoi de son exploitation à l'horizon 2020, sans qu'Areva n'ait versé pourtant les pénalités prévues, ni ne perde l'exploitation du permis. Vous suivrez d'ailleurs l'intégralité de cette déclaration conjointe Rotab-Graine dans cette édition. Cela dit, environnement de l'exploitation minière des ressources minières et pétrolières au Niger, quel rôle pour la faculté de sciences et techniques? C'est le thème de la 12e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'étudiant à la faculté des sciences et techniques, une initiative de la délégation générale des étudiants. On fait le point avec Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bourema. Le rythme de cette 12e semaine scientifique et culturelle de la faculté de sciences et techniques a été donné par l'exécution de l'hymne national suivi de celui de la faculté de sciences. Prenant la parole le premier, le délégué général des étudiants de la faculté de sciences, Hassan Halirou, précise les motivations qui ont poussé au choix du thème de la 12e édition de la semaine scientifique, qui est environnement, exploitation des ressources minières et pétrolières au Niger. Quel rôle de la faculté de sciences et techniques? Cette 12e édition intervient dans un contexte national où le prix des hydrocarbures sur le plan national reste inchangé. La situation socio-académique des étudiants de l'Université Abdoumouni de Niamey en général et de la faculté des sciences et techniques est totalement cauchemardesque du moment où la faculté des sciences et techniques nous subissons une disproportion du nombre des étudiants et la capacité d'accueil où actuellement plus de 1200 étudiants prennent cours dans un amphithéâtre de 250 places. Pour sa part, le doyen de la faculté de sciences, Yacoub Bakasso, de demander aux étudiants de redoubler d'efforts dans leur quête du savoir. J'exhorte, chères étudiantes et chers étudiants, à avoir un comportement responsable. Notre société a une valeur qui est gage de la réussite. C'est le respect des aînés. Vous devez donc respecter vos enseignants, votre administration et entretenir entre vous un climat de respect mutuel. Ensuite, procédant au lancement de la 12e édition de la journée scientifique, le professeur Khalid Ikiri, faisant office de parrain, exhorte à la réflexion relativement au développement du secteur minier de notre pays. Notre souhait serait qu'à l'issue des activités de la présente semaine, des pistes de réflexion pour un développement harmonieux du secteur minier au Niger émergent. La faculté des sciences et techniques de l'Université Abdou-Moumouni, par le biais de la formation et de la recherche, pourrait sans nul doute contribuer d'une part à optimiser les activités de prospection et d'exploitation des mines et de transformation des matières premières et autres produits dérivés, d'autre part à parfaire la mise en œuvre de quelques aspects des responsabilités sociétales et légales des entreprises opérant au Niger. Il faut le noter, le lancement de cette 12e édition a été l'occasion pour les étudiants de la faculté de sciences et techniques d'interpeller le doyen de la faculté Yacoub Bakasso sur la propension de certains professeurs à donner des mauvaises notes, allégations contre lesquelles le doyen Yacoub Bakasso demande aux étudiants de se remettre en cause dans leur façon d'étudier. La situation sécuritaire dans le sud-est de la région de Difa du jour au lendemain ne fait que s'empirer. Sur les raisons de cette recrudescence des attaques de Boko Haram, suivant les explications de l'acteur de la société civile, Moussa Tchangari. Ces derniers temps, Boko Haram fait de plus en plus d'attaques, notamment dans le département de Bosso, où il y a eu pratiquement 3 attaques en moins de 15 jours. Une première attaque à Yebi, avec de nombreux morts, des dégâts matériels énormes, un pillage des biens des populations. Et après, il y a eu une attaque sur le camp militaire de Bosso, avec là également des dégâts
des blessés, etc. Même si cette fois-ci, les éléments de Boko Haram, c'est eux qui ont payé. Mais quelques jours après, on revoit encore Boko Haram revenir à la charge, attaquer le village d'Ebi qui avait été déjà attaqué et faisant un nombre important de morts. Donc les gens, aujourd'hui ils sont dans le désarroi. En 10 jours, ils ont subi 2 attaques, ils risquent même de partir. Donc comme vous l'avez dit, évidemment on voit cette recrudescence et c'est vraiment inquiétant. Peut-être il y a certainement plusieurs choses qui expliquent. Ces gens ont certainement leur objectif. Ils veulent peut-être pousser les populations à partir et créer une sorte de no man's land. Ils veulent peut-être se replier maintenant sur le Niger et peut-être créer un sanctuaire dans le lit du lac. Vu que peut-être de l'autre côté du Nigeria, notamment leur sanctuaire de Sambisa est en train d'être progressivement détruit par l'armée, etc. Donc ils ont aussi peut-être d'autres problèmes qu'ils cherchent à résoudre. En tout cas, ils ont leurs projets que moi je ne saurais vraiment connaître. Mais je vois ce qui est en train de se faire et ce qui est en train de se faire est suffisamment grave. Et je dirais c'est pour cette raison que nous avons jugé utile d'organiser cette manif-là de solidarité avec les populations. Parce que en plus de la situation sécuritaire, vous savez, la situation humanitaire, elle est très catastrophique avec des milliers de personnes qui sont déplacées, qui vivent aujourd'hui de l'aide. Nous nous sentons interpellés et nous estimons que les citoyens nigériens et au-delà, partout dans le monde, les gens doivent prendre conscience que ça ne va pas dans cette région et qu'il faut vraiment faire des actions pour interpeller la communauté nationale, internationale sur la nécessité de prendre des mesures aujourd'hui pour protéger la population, les venir en aide et puis créer les conditions pour que les gens puissent à terme vivre vraiment de leur travail. Voilà le sens de notre combat. Et donc je profite encore une fois pour inviter vraiment les gens à se mobiliser massivement le samedi 4 juin pour vraiment soutenir cette population. Comme annoncé, nous en venons à la partie magazine de ce journal. Elle est relative à la déclaration conjointe rendue publique cet après-midi même par le ROUTABA, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, tout comme le GREN, le groupe de réflexion sur les industries extractives. Ceci a l'effet d'apprécier la gouvernance dans le secteur de ces industries extractives. Une gouvernance qui serait caractérisée non seulement par un flou artistique, mais aussi une opacité des plus totales. Attente dessus selon ces organisations, car la montagne aura accouché d'une souris. L'intégralité de cette déclaration lue ici par Madame Soli Ramatou, elle est la coordinatrice du GREN et très bonne réception. Élu président de la République à l'issue des élections générales de novembre 2011, M. Issifou Mahamadou, ingénieur des mines, était pressenti comme l'homme providentiel capable de réhabiliter la gouvernance économique du Niger sur ses ressources et protéger ses intérêts, car présenté par la presse aussi bien nationale qu'internationale comme un fin connaisseur des questions minières, pour avoir été un haut cadre de la société des mines de l'Aïr Somaïr. Celle-ci n'étant autre que la filiale du groupe nucléaire français Areva, à qui le Niger fournit près de 40% de l'approvisionnement de ses centrales nucléaires. L'espoir du peuple nigérien de voir inverser la tendance de la malédiction des ressources naturelles grâce au couronnement de l'ingénieur Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême de notre pays était d'autant plus légitime que son élection est intervenue après une grande réforme du secteur minier. D'abord, l'adoption de la loi numéro 2006-026 du 9 août 2006 modifiant l'ordonnance 93-16 du 2 mars 93 portant loi minière complétée par l'ordonnance numéro 99-48 du 5 novembre 99. Et aussi la constitutionnalisation de la gestion des ressources naturelles à travers la section 7 de la Constitution du 25 novembre 2010, dont les articles 147 à 153 consacrent les principes de transparence et de bonne gestion des ressources naturelles.
Il s'agit entre autres des principes suivants. Les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien. L'État s'attelle à développer son potentiel énergétique en vue d'atteindre la souveraineté énergétique, l'accès à l'énergie et à bâtir un secteur industriel, pétrolier et gazier dynamique et compétitif, orienté vers la satisfaction des besoins nationaux et des exigences du développement. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles et du sous-sol doit se faire dans la transparence et prendre en compte la protection de l'environnement, du patrimoine culturel, ainsi que la préservation des intérêts des générations présentes et futures. La publication intégrale des contrats et des revenus miniers au journal officiel. Les recettes réalisées sur les ressources naturelles et du sous-sol sont réparties entre les budgets de l'État et les budgets des collectivités territoriales conformément à la loi. L'État veille à investir dans les domaines prioritaires, notamment l'agriculture, l'élevage, la santé et l'éducation, et à la création d'un fonds pour les générations futures. Cependant, après 5 années de gouvernance bâtie sur le clientélisme, la corruption, l'enrichissement illicite et le détournement des deniers publics, jamais les intérêts du Niger n'ont été aussi contrariés en matière d'exploitation et de ressources naturelles par les actes des gouvernants résolument déterminés à défendre et protéger les intérêts des multinationales. Cela se fait le plus souvent en violation de la loi fondamentale et du cadre légal, dont les dispositions qui, aux yeux de nos gouvernants, ne méritent respect que quand elles protègent les intérêts des multinationales, dont le chef de l'État, de par son comportement, se sent plus redevable qu'au peuple qu'il a pourtant souverainement élu en 2011. C'est ainsi que, dans son laxisme, a imposé aux multinationales le respect des dispositions légales du secteur extractif, le gouvernement a laissé la Sémafo s'en aller de la SML sans y réhabiliter l'environnement dégradé de 2004 à 2012. Alors que le peuple nigérien s'attendait avec impatience à la mise en œuvre effective du Code minier de 2006, dont le partenariat entre le Niger et le groupe nucléaire français Areva, suite à l'expiration à la date du 31 décembre 2013 des conventions minières de ses filiales Somaïr et Cominac, le président Issoufou a décidé non seulement d'ordonner la signature dans la plus grande discrétion avec Areva des nouvelles conventions Cominac et Somaïr, sans aucune conformité avec la loi, mais aussi de remettre en cause les acquis de la convention Imouraren signée en 2009 en phase avec le code minier, par le renvoi de son exploitation à l'horizon 2020, pourtant sans qu'Areva n'ait versé pourtant les pénalités prévues, ni ne perde l'exploitation du permis. Cette contradiction entre le code minier et les nouvelles conventions Cominac et Somaïr fut finalement reconnue sur la pression de la société civile par les ministres en charge des mines de l'époque. Pire, les activités minières Somaïr et Cominac se sont poursuivis et se poursuivent encore dans la plus grande illégalité. Les conventions n'étant jusque-là pas publiées au journal officiel de la République conformément à l'article 150 de la Constitution, celles-ci ne sont pas censées s'opposer aux administrations fiscales et douanières sommées de renoncer à des taxes et d'accorder à ces sociétés des exonérations illégales en phase d'exploitation, d'où la tension des trésoreries que connaît l'État actuellement. En plus du bradage des ressources minières au profit du groupe nucléaire français, le président Issoufou excelle aussi dans le bradage des ressources pétrolières au profit des sociétés chinoises. Après les nombreuses péripéties sur les conditions catastrophiques du travail du personnel nigérien discriminé dans les sociétés chinoises, la CNPC, la Somina, la Soraz, et l'opacité qui entoure l'exploitation et la gestion du pétrole, indemnisation des populations déplacées, choix du Tchad pour les pipelines et non celui du Bénin, économiquement plus viable, prêt Exim Bank, gestion des revenus pétroliers, gestion du fonds de l'énergie, etc. Le président Issoufou vient, non sans surprise,
de remettre en cause le monopole de la SONIDEP sur la commercialisation des produits en accordant également à la SORAS le droit d'en exporter. Cette mesure, qui est prise à l'issue d'une rencontre entre les partenaires chinois et les cabinets du président de la République selon le courrier du ministre du Pétrole, qui n'est nullement la structure habilitée en la matière, révèle des soupçons de corruption dans le secteur et montre à quel point les ressources naturelles sont gérées dans la plus grande opacité, au mépris des dispositions pertinentes de la Constitution, des lois et règlements de la République du Niger. Au regard de tout ce qui précède, le retable et les graines exigent 1. La publication sans délai au journal officiel des revenus miniers ainsi que celle des contrats Somaïr et Cominac et leur mise en conformité avec le code minier en vigueur. 2. Exige la lumière sur les prêts Exim Bank, l'utilisation des fonds de l'énergie et l'audit des sociétés SONIDEP et SORAS. 3. Exige l'effectivité de la rétrocession et la régularisation des arriérés, en particulier le respect intégral des dispositions légales de la loi fondamentale en matière d'exploitation et de gestion des ressources naturelles. 4. Dénonce la liquidation programmée de la SONIDEP et demande au gouvernement de revenir sur cette mesure scélérate qui porte atteinte à la souveraineté de notre pays sur les ressources naturelles en contradiction flagrante avec l'article 147 de la Constitution. 5. Demande la réduction des coûts d'installation et de fonctionnement de la SORAS à travers la réduction du personnel chinois, les transferts de compétences au personnel nigérien, ainsi que la réduction des prix des hydrocarbures, à savoir l'essence, le gasoil et le gaz. 6. Reste opposé à toute initiative de révision de la loi minière 2006, dans le sens de remettre en cause les intérêts du Niger, telle que la mesure tendant à ramener la redevance minière à 5,5%.